Malawi FM. Aujourd'hui, je reçois Bruno Sora qui vient nous présenter à nouveau son ouvrage sur Pouvana Aopa. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors tu me demandais si j'ai lu. Oui. C'est une bonne question quand même, parce que c'est vrai que souvent les journalistes n'ont pas le temps de lire les ouvrages, et donc tant mieux. Et tu as appris beaucoup de choses. Mais j'ai sauté quand même la généalogie sur Wayne, j'avoue, parce que mais quand même. Alors j'ai appris énormément de choses. Alors, il y a quand même une question que je vais te poser. Est-ce que c'est parce que tu as vécu ton enfance à Wainé ou que tu as été longtemps à Wainé que tu t'es plongé sur Pouvana, ou de toute façon il t'aurait intéressé? Il m'aurait intéressé, et j'ai pas vécu mon enfance à Wainé, mais... Une partie, non? Non, même pas. Non, mais je suis arrivé assez jeune à Wainé et j'y habite encore. Je partage mon temps entre Papeete et Wainé. Donc c'est vrai que c'était un peu obligé, et parce que au départ j'ai fait des études de sciences politiques, donc quand même c'est le premier homme politique tahitien. Donc même sans Huahine, je crois que je me serais intéressé à Pouvana. C'est tout de même quelqu'un de sympathique. Et en plus, étant à Huahine, j'ai pu avoir des informations familiales et des choses un peu inédites, parce que sinon les dates auxquelles il a été élu ou des choses comme ça, on peut les trouver partout. Mais c'est vrai que Huahine m'a apporté ce qui n'existait pas ailleurs sur Pouvana. Alors, ce qui est justement particulièrement intéressant dans la première partie du livre aussi, c'est les premières années de Pouvana, où on sent que tu as vraiment été pioché pour avoir cette vie à l'époque. Oui. Et c'est une époque lointaine. Oui, est-ce que c'était pas un peu compliqué justement Si, parce que même sur le lieu de naissance de Pouvana, on sait où sa naissance est enregistrée à l'état civil, mais ça ne veut pas dire que là où est l'état civil, il est né. Et donc il y a différentes traditions familiales ou de gens de Huahine qui tous veulent qu'il soit né dans leur jardin pratiquement. Oui, en général. Oui. Voilà. Donc parce que ça remonte à il y a longtemps, il est né en 1895. Oui, donc même quand j'ai travaillé... Il n'y a plus vraiment beaucoup de témoins. Hein. Voilà, il n'y a pas eu de témoins, mais il y a des gens dont le père ou le grand-père disaient que... Voilà. Mais ça, finalement, c'est quand les gens finissent par être un personnage qu'on veut se l'approprier. Oui, puis il est bien né quelque part aussi en même temps, donc il y en a un qui dit vrai parmi tout cela. Et donc voilà, c'était émouvant, c'était attachant, c'était sentimentalement fort. Et puis bon, c'est l'histoire de quelqu'un qui a souffert quand même, qui est plusieurs fois dans sa vie, qui a fait de la prison, parfois loin même. Donc il y a une dimension humaine là-dedans qui est intéressante. Oui, parce que quand on lit les premières arrestations, quand il est déporté... il n'a pas à manger, à boire, il faut qu'il se débrouille, mais ça paraît complètement inhumain, quoi. C'était l'époque aussi, hein. À nouveau, c'est une époque ancienne. En plus, les premières fois où il a des soucis, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je suis même pas sûr que tout le monde avait, même en Polynésie française, à boire et à manger à l'époque, hein, parce qu'il y avait des problèmes de ravitaillement aussi, de rationnement de la nourriture importée. Donc, ouais, c'était une vie difficile qu'il a vécue. Puis c'est aussi la vie modeste, simple des Tahitiens, des Polynésiens, à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'aisance, mais il a traversé des souffrances particulières. Oui, parce que finalement, ce qui lui a été reproché, c'était de devenir un activiste, un indépendantiste, quelqu'un, et alors que lui, au départ, il luttait contre les injustices. Exactement. Je crois que c'était injuste, un homme juste, et qui ne pensait pas se retrouver en politique forcément. Oui, il s'est pas dit je vais être un Pouvana. Non, pas du tout. Tandis que certains, en ce moment, se revendiquent de lui. Nombreux. Bon. Oui, comme voilà, pardon pour la digression, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'hommes politiques qui se revendiquent. Alors, il y a Henri Hiro qui est porté au nu, Pouvana, tout le monde se revendique. Il y en a même certains qui disent qu'ils ont fait de la prison pour lui ressembler un peu. On ne donnera pas de nom. On ne donnera pas de nom. Ouais. Voilà. Mais comment peut-on à passer d'une trajectoire d'homme simple, modeste, à Amétoua, justement? La vie politique s'est ouverte à Tahiti en 1945. Et avant, il n'y avait pas d'élection, ou pratiquement pas. C'était la colonisation en pleine et entière. Donc quand il y a des élections à partir de 1945, il est candidat, systématiquement. Donc il y a des élections dont il est écarté, parce que comme il a déjà eu des condamnations pendant la guerre, pour avoir effectivement fait des pétitions contre le gouverneur, estimant que le gouverneur ne tenait pas assez compte des besoins de la population tahitienne, bon. Donc il y a des élections auxquelles il ne peut pas participer, il envoie sa femme, et sa femme manque de gagner. Donc déjà, c'est quelqu'un de connu, de courageux, d'écouter. C'est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, donc c'est quelqu'un de courageux. Il s'est engagé très tôt, il a bien combattu, donc on aurait pu penser qu'il était... En fait, il se sentait français, mais il aurait voulu que la justice française soit juste.
Et il était français, comme tous ces gens qui ont été dans l'armée, qui ont perdu leurs frères de combat. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre même. Et en même temps, il était tahitien, mais c'est un peu la vie des autres leaders indépendantistes aussi en Afrique ou ailleurs qui ont été français et en même temps qui un jour ont dit ben, on ne peut pas tout avoir, être français et sénégalais ou ivoirien. Donc, ben voilà, on va aller que dans un sens et on va demander l'indépendance de notre pays. Mais ils sont restés français aussi un petit peu de cœur, d'éducation. Bon, Powhatan n'avait pas une grande éducation française dans le sens où la langue française aux îles sous le vent à la fin du 19e siècle. Mais même maintenant encore, Et même c'est là maintenant. qu'on parle encore bien le tahitien de toute façon. Voilà. Mais on peut parler bien tahitien et bien français, tandis qu'à son époque, Oui. bon, c'était surtout le tahitien. Donc voilà, il a été solidaire de la France et il a estimé que la France n'était pas solidaire des Tahitiens. Voilà, je crois que c'est ce sentiment d'injustice en fait qui prédomine dans toute son avancée politique. Parce qu'en fait, au départ, il n'était pas spécialement indépendantiste. Ce qu'il voulait, c'était qu'on reconnaisse les droits des Tahitiens. Voilà, puis les choses n'étaient pas claires quand il s'engage en politique vraiment en 1945 ou 46. On ne sait pas encore exactement ce que c'est l'indépendance, l'autonomie. C'est des choses qui vont s'affiner au fil des années 50. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il voulait défendre les intérêts des Tahitiens et il voulait assurément un gouvernement tahitien pour les Tahitiens. Et Tahitiens incluant les Marquisiens, les gens des îles Tuamotu, enfin, donc il voulait des Polynésiens au pouvoir. Ouais, Maintenant, mais ça pas aurait... les Chinois. Et Il était un petit peu raciste quand même. Et surtout pas les Chinois Ouais. pour Powhatan parce qu'il y avait deux ennemis dans sa tête. C'était le gouverneur. Il supportait pas qu'un homme ait autant de pouvoir. Et c'est vrai que le gouverneur avait beaucoup de pouvoir. Il y avait un décret de 1885 qui n'avait toujours pas été aboli 50, 60 ans après, qui donnait d'énormes pouvoirs au gouverneur, y compris d'expulser quelqu'un d'une île, de sa propre île. Un vrai Voilà. roi telé. Donc il supportait pas le gouverneur et c'est vrai qu'il trouvait que les Chinois vendaient cher, des choses qui coûtaient pas cher forcément, et donc faisaient un peu de profit. Il avait aussi une société qui lui plaisait pas beaucoup, c'était la compagnie française des phosphates de Makatea, qui faisait des gros profits parce que là c'était pas Et qui vendre- retombait pas. Ben, un petit Ouais. peu comme le pétrole en Afrique. Exactement. Etc. Donc voilà. Donc Powhatan avait un peu ses têtes de turc. Déjà, comme ça. il aurait lutté contre les multinationales. Et il luttait en tout cas contre la vie chère, oui, et il était du côté des pauvres, des gens simples, hein, oui. Mais donc, on a essayé de le diaboliser quand même. Alors aujourd'hui on le sanctifie, à son époque on l'a diabolisé, oui, alors bon, soit on le prenait pour un fou, pour un homme simplé, parce qu'il n'avait pas fait des grandes études, pour un communiste aussi, c'était une grosse accusation Ah à oui, l'époque. bah ça c'était à l'époque. Attention, le péril rouge. Voilà, donc il est dangereux, il est avec Moscou, enfin bon, bref. Ou alors au contraire, il était pro-américain, parce qu'en fait, comme il était pour la France libre dans la Deuxième Guerre mondiale, et que le général de Gaulle était à Londres, donc en fait, c'était pas un vrai Français, il était avec les Anglais et les Américains, d'ailleurs c'est un protestant. Oui, donc on l'a chargé de tous les mots. Tous les mots. Et alors, la théorie qui veut que ce soit uniquement le gouvernement français qui l'ait fait mettre en prison ou qui l'ait cassé, on dirait, ou qui ourdit le complot, on pense qu'il y a quand même aussi ses petits camarades, enfin des anciens petits camarades. Pas forcément camarades quand même. Non, je mais dis disons camarades que- entre guillemets. Ouais, hein. disons peut-être tout simplement des Polynésiens. En 1958, donc Powhatan est arrêté, accusé d'avoir incité à des tentatives d'incendie volontaire parce qu'il y a eu un ou deux cocktails Molotov jetés dans des maisons de propriété et on dit qu'il aurait exhorté, enfin qu'il aurait encouragé les gens à faire ça, mais lui ce soir-là dormait dans son lit et tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'a rien fait. Il n'a pas participé. Voilà. Mais qui est à l'origine, ben, on veut bien penser que c'est pour mettre en place le CEP qu'on a écarté Powhatan. Ça reste à démontrer. On peut le penser très fort, hein, et moi je suis bien prêt d'y croire aussi, mais on ne peut pas exclure non plus qu'il avait des ennemis locaux, y Qui compris aurait dans la... peut-être pu être aussi manipulé. Exactement, c'est-à-dire qu'à l'époque, qu'un ordre d'arrestation de Powhatan vienne de Paris comme ça pouvait arriver bien sûr, hein, mais ça aurait pu être aussi directement une initiative du gouverneur qui était exaspéré par Powhatan, qui en partie venait de dire non au référendum si important de 1958, parce qu'il était fâché avec le gouverneur, il a hésité, oui, non, puis finalement, en grande partie, pour embêter le gouverneur, il a dit non, alors qu'une partie de son entourage, c'est vrai, disait oui, mais... Oui, parce que c'est un argument assez spécieux dans ce que j'ai lu, puisque j'ai lu. Hein. Oui. En fait, il disait, si vous dites non, vous faites plaisir à De Gaulle parce qu'il vous a trouvé assez libre et être pensant pour vous laisser le choix. Voilà, donc Voilà, en 58, il y a ce référendum pour est-ce qu'on veut, oui ou non, rester dans la 5e République, ou y entrer plutôt, et Powhatan fait campagne pour le non, donc ça signifie non à la 5e République,
République et c'est l'indépendance. Il faut dire que la question était tordue aussi. Et Powhatan avait des réponses et des explications qui n'étaient pas simples. Donc il dit aux gens, votez oui ou non. De toute manière, le général de Gaulle nous donne la possibilité de voter oui ou non. Donc quoi que vous fassiez, vous n'irez pas contre le général de Gaulle. Et moi, personnellement, je voterai non, mais je ne suis pas contre de Gaulle, puisque bon, c'est un raisonnement aussi tiré par les tordu que la cheveux. question qui a été posée aussi, quand même. Voilà. Et donc il a perdu dans ce référendum, les gens l'ont suivi qu'à 35% sur la Polynésie française, 65% pour rester dans l'ensemble français en 58. Et à ce moment-là, il est affaibli. Donc est-ce que ce sont ses propres petits copains qui l'ont fait tomber dans un piège, ou est-ce que ce sont plutôt ses ennemis locaux, ou est-ce que c'est le gouverneur, ou est-ce que c'est venu de Paris pour mettre en place le CEP, parce que ça, le gouverneur ne pouvait pas le savoir. Et je crois qu'il n'y a pas grand monde à Paris qui a anticipé le CEP en 58. Certaines personnes, oui, mais ont-elles donné il ne devait l'ordre? pas être dans le secret des dieux quand même, le gouverneur. Je ne pense pas que le gouverneur était dans le secret des dieux pour le CEP. Voilà, donc il y a toutes sortes d'hypothèses. Et ça arrangeait bien tout le monde en fait. Ça a bien arrangé tout le monde après. Effectivement, c'est pourquoi on peut penser qu'on a peut-être fait pour ça. Mais après, oui, quand le CEP s'installe en 63, 64, 65, que Powhatan ne soit pas là, ça facilitait les choses. C'était ouf. Voilà. Maintenant, donc il y a de grandes chances que ce soit ça, la raison. Mais on ne peut pas l'affirmer de manière absolue. Oui, de toute façon, dans le secret des archives... Est-ce qu'on trouvera un jour ces archives? Donc le secret est en train d'être levé. C'est pas sûr que ces archives existent, ou qu'elles continuent à exister. Mais on verra. On attend tous que Jean-Marc Regnault, en qui on a confiance, parce qu'on sait combien il est passionné et combien il a envie de trouver ces documents. Je lui fais totalement confiance pour nous ramener des documents s'ils existent, et je lui souhaite bonne chance. Alors la question que je voulais te poser aussi, c'est que bon, là, l'ouvrage, il est bien fait parce que à droite c'est en français, à gauche c'est en tahitien. Moi ça m'arrange bien parce que j'aurais été bien en peine de le lire. Est-ce que tu penses que le fait qu'il soit traduit en tahitien va faire en sorte que la question qui a été posée l'autre jour sur RFO, et tu avais l'air déçu et autres, ça se comprend, c'est que la plupart des gens ne connaissaient pas Powhatan. Est-ce que le fait qu'on le traduise en tahitien, ça va aider aussi à le faire connaître aux générations? J'espère, mais à la vérité, cet ouvrage que je republie, c'est un ouvrage qui est sorti la première fois en 1998 en tahitien et en français. Déjà. Oui. Donc certaines personnes l'ont lu en tahitien, beaucoup de gens ne l'ont pas lu, tout le monde n'a pas vu le film de Marie-Hélène Williams, même si certaines personnes sont allées le voir. Donc il y a encore beaucoup d'informations à faire passer sur Powhatan. Je crois que John Mayray, dans les semaines à venir, veut aussi faire quelques émissions de télévision sur Powhatan en langue tahitienne. Donc voilà, maintenant, bon, il ne faut pas faire de Powhatan un dieu non plus. C'était un homme politique. Pour connaître son passé. Il est toujours intéressant de connaître son histoire pour mieux appréhender son futur. Exactement, et puis il le mérite. Je pense qu'il a eu une longue vie politique, beaucoup de courage, beaucoup de mésaventures. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est pas quelqu'un qui s'est enrichi au pouvoir. Ça me semble être... Ça change. Voilà. Ouais, c'était un peu comme ça à l'époque, en tout cas chez certains. Il y en a toujours qui sont comme ça aujourd'hui, mais il y en a de moins en moins. Voilà. Donc il mérite notre considération, ce monsieur. Eh bien Bruno, merci beaucoup. Merci. En tout cas, j'ai appris plein de choses et j'espère que ça va donner envie aux gens aussi de trouver ce livre et de se mettre au courant quand même, de savoir connaître son passé, son histoire. Merci beaucoup. Bruno. Merci Taou FM. Vous écoutez Taou FM.